Le profil du pervers narcissique. Source, blog pervers narcissique. 1. Intelligence, niveau culturel. Certains ont un très bon niveau culturel. Tous sont intelligents et particulièrement bons psychologues. 2. Absence de valeur morale. Leur manque d'état d'âme, de remords ou de problèmes de conscience peut être si extrême qu'au début de leur relation avec elles, leurs victimes ne peuvent y croire. Ce manque de scrupules les déroute, les estomaque ou les abasourdit. En fait, ils ont un total mépris pour toute loi ou contrainte morale. Leur morale est, le plus souvent, celle de la morale ou la loi du plus fort ou du plus rusé, du plus haut tort. Il y a le plus souvent, dans leur comportement, la banalisation du mal, une certaine relativisation de la morale, dans le cadre d'un nihilisme opérationnel, qui peut même être militant. Ils n'ont du respect que pour les gens plus forts qu'eux, ayant plus de pouvoir et de richesse ou plus combatifs qu'eux. Faire preuve d'humanité, de sensibilité est souvent vu par eux comme l'expression d'une forme de naïveté ou de sensiblerie qui n'a pas lieu d'être. Seuls les résultats comptent, la fin justifie les moyens. Le pervers narcissique n'éprouve aucun respect pour les autres, qu'il considère comme des objets utiles à ses besoins de pouvoir, d'autorité ou servant ses intérêts. Il fait des promesses qu'il ne tiendra pas, sachant que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Il n'hésite pas à dérober de l'argent, des bijoux, des vêtements à son partenaire ou à ses amis sans éprouver la moindre honte. Pris sur le fait, il est capable de nier avec un aplomb hors du commun. 3. Égoïsme, défense agressive de leurs intérêts. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Il sait parfaitement et farouchement défendre ses intérêts et il en a toujours une vision très claire. Son unique objectif est d'obtenir un bénéfice pour sa propre personne. Il essaie de profiter à chaque instant de toute opportunité, de toutes les situations, de toutes les personnes rencontrées, ces personnes étant systématiquement instrumentalisées tant que cela est possible, pour en tirer, autant que possible, avantage pour lui. Sa philosophie est toujours utilitariste. Et il sait ménager ce dont elle a besoin, son conjoint, une relation de travail, car même l'être le plus asocial a besoin d'affection, de compagnie, de présence, ne serait-ce que pour se faire admirer, et donc par moments, sera gentil avec son partenaire. Il n'est courageux que quand il est sûr de gagner, et que cela va dans le sens du renforcement gratifiant de son image narcissique. Sinon, il fait preuve d'une extrême prudence et s'abstient de faire preuve de courage. Lors du naufrage du Titanic, il sera le premier à passer, selon les prétextes les plus fallacieux, avant les femmes et les enfants, dans le canot de sauvetage. La notion d'honneur ou d'élégance morale lui est inaccessible. 4. Égocentrisme. Comme pour tous les narcissiques, tout leur est dû. Elles n'admettent aucune mise en cause et aucun reproche leur là est celle de leur désir, et immédiat, dans l'instant. Tout doit leur céder systématiquement. C'est comme s'il était demeuré, à l'âge adulte, un enfant gâté. Un petit bobo chez eux prend de graves proportions, comme si c'était une maladie importante, devant alors inspirer la compassion de l'entourage. Voici quelques exemples du mode de pensée du pervers narcissique. Je suis génial, je suis fort, je suis au-dessus des autres, dans le haut du panier, les autres ne peuvent pas ne pas m'aimer. Je vais me servir de l'autre pour obtenir ce que je veux, ce à quoi j'ai droit. Je vais m'arranger pour que ma victime se sente coupable afin qu'elle ne m'en veuille pas et qu'elle n'ait aucun désir de prendre son indépendance. Pourquoi aurais-je un problème de conscience? Ce n'est quand même pas de ma faute si elle est à ce point stupide ou naïve. Je n'y suis pour rien si elle est si naïve. Ma victime me remerciera pour ce que je fais pour elle, ce qui est normal étant donné que c'est vrai, sans moi elle ne serait rien, c'est un honneur que je lui fais. Quand il arrive un problème, même si c'est autrui qui a ce problème, j'ai de la peine pour moi, pas pour autrui, ce raisonnement est généralement inconscient. 5. Absence d'empathie. Les pervers narcissiques sont incapables d'aimer les autres. Dans leur immense majorité, ils n'ont aucune humanité, aucun sentiment humain, aucun état d'âme, aucun affect. Ils sont froids et calculeurs, totalement indifférents à la souffrance d'autrui. Mais tout en étant, le plus souvent, incapables d'avoir des sentiments humains, ils simuleront le fait d'être totalement remplis, en apparence, de bons sentiments humains et d'une sincère empathie pour autrui.
Les pervers peuvent se passionner pour une personne, une activité ou une idée, mais ces flambées restent très superficielles. Ils sont en fait souvent vides d'intérêt, sauf pour leur intérêt immédiat. Ils ignorent les véritables sentiments, en particulier les sentiments de tristesse ou de deuil, pour les autres. Les déceptions entraînent chez eux de la colère ou du ressentiment avec un désir de revanche. Cela explique la rage destructrice qui s'empare d'eux lors des séparations. Quand un pervers perçoit une blessure narcissique, défaite, rejet, il ressent un désir illimité d'obtenir une revanche. Ce n'est pas, comme chez un individu coléreux, une réaction passagère et brouillonne, c'est une rancune inflexible, implacable à laquelle le pervers applique toutes ses forces et ses capacités de raisonnement. Et alors, il n'aura que cesse d'assouvir son dessein de vengeance. La séduction perverse ne comporte aucune affectivité, car le principe même du fonctionnement pervers est d'éviter tout affect. Les pervers, tout comme les paranoïaques, maintiennent une distance affective suffisante pour ne jamais s'engager vraiment. L'efficacité de leurs attaques tient au fait que la victime ou l'observateur extérieur n'imagine pas qu'on puisse être à ce point dépourvu de sollicitude ou de compassion devant la souffrance de l'autre. Les éventuels dérèglements sexuels ou la méchanceté foncière pourraient être les conséquences de cette absence de sentiment et d'empathie pour les autres. Il est possible que le manque d'affect empêche de ressentir l'intégralité des limites morales entre ce qui est permis ou interdit dans la société. Mais ce n'est qu'une hypothèse. 6. Haine et agressivité. Le pervers narcissique a souvent besoin de haïr pour exister, c'est une des raisons pour lesquelles il n'est jamais satisfait par quoi que ce soit, les autres, les objets. La haine peut être chez lui un moteur très puissant de son action et de son comportement. N'arrivant pas à obtenir et jalousant la plénitude ou le bonheur qu'il observe chez l'autre, il en vient à haïr et à détruire ce qu'il aime et recherche intensément. Étant incapable d'aimer, il essaie de détruire, par cynisme, la simplicité de toute relation naturelle et saine. À cause de leur histoire personnelle, les pervers n'ont souvent pas pu se réaliser. Ils observent alors avec envie ce que d'autres qu'eux ont pour se réaliser. Et ils essaient de détruire le bonheur qu'ils observent auprès d'eux. Prisonniers de leur propre personnage et de l'image, le plus souvent factice, qu'ils présentent à la société, ce qui leur impose de terribles contraintes permanentes, ils tentent alors de détruire la liberté d'autrui et de lui imposer des contraintes décidées par eux. Il y a, chez eux, une mentalité agressive d'envie, de convoitise, d'irritation et haineuse à la vue du bonheur, des avantages d'autrui. Pour s'accepter et s'affirmer, les pervers narcissiques doivent triompher de quelqu'un d'autre, le détruire, jouissant alors de sa souffrance. Cette perception, de ce qu'ils croient ne pas posséder, est subjective, elle peut même être délirante. Ce sentiment d'infériorité vis-à-vis de la personne enviée et haïe les pousse à chercher à posséder ce qui est convoité. Pour combler l'écart qui les sépare de l'objet de leur convoitise, il leur suffit alors de l'humilier, de l'avilir. Ils envient la réussite des autres, qui les met face à leur propre sentiment d'échec, sans cesse refoulé, car ils ne sont pas plus contents des autres qu'ils ne le sont d'eux-mêmes. Pour eux, rien ne va jamais. Ils imposent aux autres leur vision péjorative ou négative du monde et leur insatisfaction chronique concernant la vie. Ils cherchent souvent à démontrer que le monde est mauvais, que les autres sont mauvais. Personne n'a vraiment grâce à leurs yeux. Agresser les autres est le moyen d'éviter la douleur, la peine, la dépression. Ils aiment attendre dans l'ombre, masqués. Certains calculent leur coup ou leur vengeance très longtemps à l'avance. Parfois sur plusieurs années, pour eux la vengeance est un plat qui se mange froid et ils aiment à s'en délecter. C'est la raison pour laquelle ils peuvent être redoutables et imprévisibles. Et d'ailleurs, ils sont le plus souvent imprévisibles. 7. Mensonge. Le pervers narcissique est toujours, intérieurement, dans la peau d'un autre, il n'est jamais sincère, toujours menteur. Il peut aussi bien dire la vérité que mentir avec aplomb, d'une façon jusqu'au-boutiste, comme un arracheur de dents. Le plus souvent, il effectue de sensibles falsifications de la vérité, qu'on ne peut pas vraiment qualifier de mensonge, et encore moins de construction délirante. Mélanger le mensonge, la sincérité et la franchise, ce qui est, pour l'autre, très déstabilisant, fait partie de son jeu.
Derrière cette attitude de mensonge jusqu'au boutiste qui paraît parfois suicidaire, se cache, le plus souvent, une attitude de défi à l'ordre social. Une façon de montrer qu'il est toujours le plus fort et qu'il contrôle toujours la situation, même quand il le faudrait. Il ne reconnaîtra jamais rien, ni ses mensonges, ni ses torts. Même dans les moments cruciaux lors d'un interrogatoire policier, voire d'un procès d'assises. Par contre, il pourra reconnaître éventuellement un mensonge mineur s'il n'a pas grand-chose à y perdre. Mais même l'aveu de ce petit mensonge sera toujours difficile à obtenir de sa part. 8. Mythomanie. Le pervers narcissique a souvent une composante mythomane. Elle est liée à sa propension au mensonge, une composante opérationnelle, consciente, pour parvenir plus facilement à ses fins, et a un besoin de se voir mieux qu'il n'est dans la réalité. Il aime se mentir à lui-même, sur lui-même. Le déni de ses défauts, de l'autre, lui permet de s'aimer, et de s'aimer toujours plus. Comme tout mythomane, il ment souvent parce qu'il craint la réaction négative de l'entourage, de dévalorisation, par exemple, qu'entraînerait l'aveu de la réalité et de son mensonge. Sa mythomanie a tendance alors à s'auto-entretenir, sans fin, voire à se renforcer au cours du temps. Il se ment à lui-même, sur sa vraie valeur, sur ce qu'il est réellement. Il sait partiellement qu'il se ment à lui-même, mais en même temps il minimise son propre mensonge sur lui-même. À certains moments, il finit par croire à son mensonge, à d'autres, il a conscience de son mensonge. C'est toute l'ambivalence de la pathologie mythomane. 9. Un comédien né. Le pervers narcissique est un comédien né. Ses mensonges à force d'entraînement sont devenus chez lui une seconde nature. Sa palette de personnalités, de personnages, d'émotions feintes est étonnante. L'éventail de son jeu d'acteur est étonnant, infini, sans cesse renouvelé. Il donne le plus souvent l'image d'une personne parfaitement calme, ne s'énervant jamais. 10. Intégration sociale et extraversion. Le pervers narcissique est en général apprécié au premier abord car il paraît extraverti, sympathique et séduisant. À ses fins psychologues, il a souvent un talent pour retourner l'opinion en sa faveur et emporter l'adhésion à ses idées, même les plus contestables. 11. Orgueil et combativité. Le pervers narcissique est le plus souvent doté d'une combativité extrême et d'une capacité de rebond remarquable. Sa mégalomanie, son narcissisme, voire sa paranoïa, renforcent cette combativité. Souvent immensément orgueilleux, voire mégalomane, le pervers narcissique aime gagner à tout prix, sans fin, et ne peut admettre, une seule fois, de perdre. Il est prêt à tout, même aux coups les plus retors, pour ne jamais perdre. Le pervers est comme un enfant gâté. S'il ne rencontre pas de résistance, il ira toujours plus loin. À cause de cette stratégie de victoire sans fin, il peut parvenir à se convaincre qu'il n'y a pas de valeur morale positive dans l'univers et qu'il gagnera toujours à agir ainsi. À la longue, cette tendance, qui peut lui assurer une dynamique du succès pendant un certain temps, devient une addiction. Signe de sa mégalomanie, elle la renforce en retour, et l'amène à ne plus pouvoir tolérer la moindre frustration ou contradiction. Le pervers narcissique adore se valoriser, paraître plus qu'il n'est réellement. Toute atteinte à la haute image qu'il a de lui-même le rend très méchant, agressif. Tous ses efforts viseront alors à rétablir cette image flatteuse qu'il a de lui-même, et ce par tous les moyens, y compris par la destruction du perturbateur. Celui qui a commis le crime de lèse-majesté. Il a une très haute opinion de lui-même. Les autres sont pour lui quantité négligeable, ce sont des larbins, des domestiques, des peanuts. Il déteste qu'on lui fasse de l'ombre, qu'on se mette en avant. Qu'on prenne de l'ascendant sur lui, qu'on lui résiste, qu'on lui dise non. Il a besoin sans cesse de rabaisser autrui, par une petite pique de ci de là, un tel n'a pas de personnalité, un tel est égoïste, un tel est ingrat, un tel est pingre. 12. Sadisme. Un plaisir pervers s'éprouve dans la vision de la souffrance de l'autre. Le pervers ressent une jouissance extrême, vitale, à voir l'autre souffrir, à le maintenir dans le doute, à l'asservir et à l'humilier. Étant incapable de relations véritables, il ne peut en établir que dans un registre pervers de malignité destructrice. Les êtres humains ne sont plus pour lui des êtres humains, mais des objets de jeu et de plaisir.
Il aime chosifier l'autre, et faire en sorte que sa victime ne puisse jamais s'en sortir, ne serait-ce que pour l'empêcher de témoigner contre lui. 13. Paranoïa. À leur personnalité perverse et narcissique peut parfois se superposer une composante paranoïaque. À force de duper les gens, le pervers se doit d'être de plus en plus secret et d'être de plus en plus sur ses gardes. Il se confie de moins en moins. À un moment clé, il peut se révéler d'une hypersusceptibilité maladive. Il vit dans une suspicion constante et une prudence extrême, qu'il dissimule profondément. Sa paranoïa apparaît alors décupler son intelligence, lui fournissant alors un extraordinaire regain d'énergie combative. 14. Esprit mesquin. On est parfois surpris de découvrir, derrière son apparence généreuse, brillante, très intelligente, un esprit mesquin, terriblement jaloux, rancunier, vengeur, d'une indéniable petitesse morale. Ses buts, nobles et généreux, se révèlent alors nettement moins nobles qu'ils n'y paraissaient au premier abord. Il semble en effet, et c'est ce qui apparaît à l'analyse, aimer se venger discrètement, sans témoin, sans que la victime s'en rende compte, et il savoure le plus souvent sa vengeance en solitaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles sa conduite peut paraître parfois secrète, indéchiffrable ou déroutante. Si sa victime lui a résisté et lui a fait un affront, il pourra s'amuser, par exemple, à lui envoyer une lettre d'anniversaire incompréhensible, à une date éloignée de la date d'anniversaire. Cette action incongrue étant à ses yeux une bonne plaisanterie, dont il sera d'ailleurs le seul à rire ou à jouir. Ce genre de comportement paraît parfois être l'indicateur d'un début de psychose ou de démence précoce, en tout cas d'une réelle forme de maladie mentale, mais pas nécessairement. 15. Narcissisme criminel. Terme imaginé par Daniel Setelen, psychiatre, et Denis Toutenu, psychiatre, dans leur livre L'affaire Roman, le narcissisme criminel, consacré au cas de Jean-Claude Roman, qui décrit la personnalité du pervers narcissique au moment où il passe à l'acte criminel. 16. Psychogénèse et enfance. Souvent, le pervers narcissique est quelqu'un qui n'a jamais été reconnu dans sa personnalité propre, qui a été victime d'investissements narcissiques importants de la part de ses parents et qui a été obligé de se construire un jeu de personnalité factice pour se donner l'illusion d'exister et être conforme à l'image narcissique voulue par les parents. La pathologie de l'enfant s'est trouvée induite par les exigences narcissiques de son entourage familial et scolaire. Une fois adulte, le narcissique a poursuivi sur sa lancée, instrumentant, tout en souffrant, l'aveuglement de son entourage. Certaines carences affectives dans l'enfance peuvent aussi l'empêcher, à l'âge adulte, d'aimer autrui. Il a pu subir aussi, durant son enfance, des blessures narcissiques, plus ou moins importantes. Ces blessures le pousseront à satisfaire, sans cesse, un énorme désir de reconnaissance ou de revanche. Il a alors un besoin énorme d'être aimé, reconnu, surévalué, surestimé par rapport à ce qu'il est réellement. Il peut être l'enfant surprotégé, chouchouté, le petit dernier, à l'exemple du jeune Abdallah, des albums de Tintin, statut dont il profite à fond. Un de ces enfants qui profite sans cesse de l'aveuglement de ses parents sur sa véritable nature, en se faisant passer pour le petit malade souffreteux, pour la victime imaginaire des professeurs, du frère ou de la sœur. En particulier l'enfant unique tant attendu, conçu tardivement, qu'on dorlote alors d'autant plus. Ou simplement un de ces enfants gâtés, à qui on n'a pas appris à résister à leurs désirs et leurs frustrations. De fait, le pervers narcissique est sans cesse amer, frustré et accuse systématiquement les autres. À la moindre blessure narcissique, à la moindre frustration, il bascule dans la haine et passe à l'acte. Dès leur enfance, ces pervers sont souvent doués d'une intelligence supérieure à la moyenne, voire redoutable, machiavélique, leur permettant déjà d'élaborer des pièges ou des stratégies très subtiles. Tôt, ils peuvent déjà abuser leurs parents et leurs amis. L'enfant, plus intelligent, plus psychologue que les parents l'imaginent, phagocyte littéralement la mère ou le père, une mère ou un père complice ou bien qui ne se doute de rien. Dans une relation littéralement fusionnelle qui empêche les parents d'avoir un recul suffisant. Sa biographie personnelle, son histoire, est importante à ses yeux car elle justifie, plus que toute chose, sa philosophie de vie et son comportement actuel.
17. Les pervers narcissiques sont-ils fous? Selon Marie-France Irigoyen, les pervers narcissiques sont considérés comme des psychotiques sans symptômes, qui trouvent leur équilibre en déchargeant sur un autre la douleur qu'ils ne ressentent pas et les contradictions internes qu'ils refusent de percevoir. Ils ne font pas exprès de faire mal, ils font mal parce qu'ils ne savent pas faire autrement pour exister. Ils ont eux-mêmes été blessés dans leur enfance et essaient de se maintenir ainsi en vie. Ce transfert de douleur leur permet de se valoriser aux dépens d'autrui. Le harcèlement moral, page 126. En général, on ne les considère pas comme complètement fous, car ils sont capables de maîtriser et de calculer leurs actes. Ils ne sont pas irresponsables en particulier sur le plan pénal. Toutefois la question n'est pas tranchée. Les psychologues voient éventuellement dans le narcissisme, quand il est excessif, une maladie, une addiction. Le malade est parfaitement conscient de sa maladie, mais la minimise. Ne peut pas changer ou ne cherche pas à changer, et non une folie. Au pénal, les pervers narcissiques ne bénéficient généralement pas d'une responsabilité altérée ou atténuée, comme on l'a vu dans le procès de Jean-Claude Roman. Le pervers connaît la loi et il est conscient de ce qu'il fait. Simplement, il le fait quand même par défi, par jeu, pour le frisson. Donc il reste responsable de son choix. En tout cas, il semble être responsable pénalement. Mais le pervers narcissique lui-même se considère souvent comme irresponsable de ses actes. Ce qui rappelle la litanie des « ce n'est pas ma faute ». Et ce n'est pas ma faute, du vicomte de Valmont annonçant à Madame de Tourvel qu'il va rompre d'elle dans le roman Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Lettre CXLI. 18. Le pervers narcissique ne se considère pas comme malade. Le problème, c'est que le pervers narcissique refusant de considérer qu'il a un problème, les thérapies n'ont pas de prise sur lui. S'il accepte de s'y soumettre, pour pouvoir dire qu'il a fait tous les efforts possibles, il va vite considérer le thérapeute comme nul et incompétent et la thérapie comme totalement inutile. Peut-être aussi d'ailleurs a-t-il très peur de découvrir certaines vérités désagréables sur lui-même, le fait qu'il ne soit pas si magnifique tout ce qu'il imagine. Pour la plupart des témoins de leur comportement étrange, il est très difficile de comprendre les pervers narcissiques car la littérature psychiatrique ne décrit, le plus souvent, que le mécanisme mais pas leur motivation profonde, comme celle de s'enfermer systématiquement dans un mensonge, ou le fait de sans cesse rebondir d'un mensonge à l'autre. On ne fait que des supputations. 19. Quelle évolution pour le pervers narcissique? Le pervers narcissique peut-il remédier à son vide, à son absence d'intérêt pour les autres, cesser de projeter vers les autres une personnalité qui n'est pas la sienne? En réalité, il est extrêmement rare qu'il change ou veuille changer d'attitude ou de valeur morale. Car les gains que lui ont valu cette attitude sont souvent très importants et très gratifiants pour lui, admiration, célébrité, pouvoir. On ne pourra pas changer un pervers narcissique par un discours rationnel, car la quête perpétuelle de pouvoir est un moteur puissant et une source intarissable de plaisir. Une véritable drogue dure. Pour qu'il puisse changer, il faudrait qu'il subisse des chocs violents et des épreuves très importantes, susceptibles, par exemple, de déstabiliser la très haute conception qu'il a de lui-même. Et surtout le convaincre qu'à la longue l'efficacité de ses mensonges et de ses tactiques s'est émoussée. C'est seulement ainsi qu'on pourrait espérer le voir peut-être, un jour, évoluer favorablement. À vrai dire cela n'arrive presque jamais. Mais en laissant espérer à son entourage, souvent aveugle, pareil changement, le pervers narcissique renforce son pouvoir. En donnant à ses victimes l'impression de chercher sincèrement à s'amender, il endort leur méfiance et en fait plus aisément ses dupes. De fait, tout effort d'amélioration personnelle lui paraît dérisoire voire ridicule, et il craint surtout d'avoir tout à y perdre, sa force, son pouvoir, le respect qu'on lui porte, avec le risque supplémentaire de se faire duper à son tour. 20. La relation du pervers bourreau et de sa victime. La logique perverse ignore le respect de l'autre. Autrui n'existe pas, il n'est pas entendu, il est seulement utile. Le pervers a besoin de l'énergie de certaines personnes pour combler le vide de sa propre existence. Mais pour cela il lui faut les soumettre.
Un pervers narcissique ne se construit qu'en assouvissant ses pulsions destructrices. Marie-France Irigoyen. Le harcèlement moral. Page 125. Le pervers narcissique craint ainsi autant la solitude que les personnes qu'il ne peut pas soumettre. Il a besoin d'avoir toujours auprès de lui quelqu'un, une victime, qu'il va utiliser pour se mettre en valeur, pour se détourner de son propre néant, de sa propre réalité peu glorieuse, peu honorable. Il va donc essayer soit de s'approprier des qualités de la victime, soit de la détruire en reportant sur elle ses propres défauts, égoïsme, avarice, mensonge. Le pervers est un prédateur. 21. Appropriation des qualités de l'autre. Plus que les biens matériels, ce sont des qualités morales, autrement plus difficiles à voler, que cherche à s'approprier le pervers: la joie de vivre, la sensibilité, l'aptitude à la communication, la créativité, les dons musicaux ou littéraires. Ainsi, lorsque le partenaire émet une idée, le pervers s'en empare et la fait sienne. S'il n'était pas littéralement aveuglé par la haine, il pourrait, dans une relation d'échange, apprendre comment acquérir un peu de ces qualités qu'il envie. Mais cela supposerait une modestie que par définition il n'a pas. Les pervers narcissiques cherchent aussi à s'approprier les passions de l'autre dans la mesure où ils se passionnent pour cet autre ou, plus exactement, ils s'intéressent à cet autre parce que cet autre est détenteur de quelque chose qui pourrait les passionner. On les voit ainsi avoir des coups de cœur, puis des rejets brutaux et définitifs. L'entourage comprend alors mal comment une personne peut être portée au nu un jour puis démolie le lendemain. Les pervers narcissiques ressentent une envie très intense à l'égard de ceux qui leur semblent posséder les choses qu'ils n'ont pas ou qui simplement tirent plaisir de leur vie. Ce désir d'appropriation peut être d'ordre social, comme de séduire un partenaire qui les introduira dans un milieu qu'ils envient, haute bourgeoisie, milieu intellectuel ou artistique. Le bénéfice qu'ils en attendent est de posséder un faire-valoir qui leur permette d'accéder au pouvoir. Ils s'attaqueront ensuite à se faire valoir, cherchant à détruire en lui l'estime de soi et la confiance en soi, afin d'augmenter à leurs yeux leur propre valeur. 22. Détruire et nier l'autre. Cet autre, dont ils ne peuvent se passer, n'est même pas un alter ego respecté, qui aurait une existence, seulement un reflet d'eux-mêmes. D'où la sensation qu'ont les victimes d'être niées dans leur individualité et leur qualité. Le pervers narcissique cherche constamment à rehausser l'image qu'il a de lui-même. Il lui est pour cela nécessaire de trouver un être qu'il admire et lui renvoie de lui-même une image prestigieuse. Mais, refusant d'admettre ce besoin de se sentir perpétuellement valorisé, il dénie l'attachement à son faire-valoir que pareil besoin induit, faire-valoir qu'il n'aura de cesse de détruire. Le pervers ne peut établir une relation fondée sur la symétrie, il lui faut dominer l'autre et le mettre dans l'impossibilité de réagir et d'arrêter ce combat. C'est à ce titre que l'on est fondé à parler d'une réelle agression sur l'autre, et non d'un jeu pervers complice. Il n'y a pas de négociation possible avec le pervers, tout est imposé, dès le départ, à la victime à qui a été retiré le pouvoir de dire non et qui, même si elle essayait d'utiliser à son tour des défenses perverses, ne pourrait jamais atteindre à la virtuosité, dans le mal, de son bourreau. Pour parvenir à la destruction de sa victime, le pervers procède souvent de la façon suivante. 1. Il aborde sa victime en affichant une certaine chaleur externe. 2. Il s'insinue de plus en plus dans la vie de cette personne. 3. Il la vampirise par des moyens directs, reproches, insultes, humiliations, ou indirects. 4. Finalement la victime tombe dans la dépression, la mélancolie, les comportements addictifs, voire l'automutilation. Elle est ainsi totalement à sa merci ou détruite. Le pervers entre en relation avec l'autre pour le séduire. Dès que le poisson est ferré, et il le maintient tout simplement accroché, tant qu'il en a besoin. Il joue avec sa victime au chat et à la souris, faisant patte de velours pour mieux la tenir puis sortant ses griffes lorsqu'elle cherche à s'évader. Celle-ci peut mettre des années avant de se rendre compte du processus de destruction mis en place. Au commencement, elle ne subit que des brimades, des phrases anodines mais pleines de sous-entendus blessants, avilissants, voire violents. C'est la répétition constante de ces petites attaques qui rend l'agression évidente. Et il faut un incident pour déclencher la crise qui amène l'agresseur à dévoiler son piège ou sa tactique.
En règle générale, c'est la prise de conscience de la victime, et ses sursauts de révolte, qui vont provoquer le processus de mise à mort. Car l'on assiste bien ou à de véritables mises à mort psychiques où l'agresseur n'hésite pas à employer tous les moyens pour atteindre son but, anéantir sa proie. De fait, toute remise en question de la domination du pervers sur sa victime ne peut qu'entraîner chez lui une réaction de fureur destructrice. Le pervers peut chercher par exemple à éteindre toute libido en refusant soudainement une relation sexuelle avec son partenaire, tout en le culpabilisant pour cela. Il cherche ce faisant à éteindre, chez sa victime, toute trace de vie, tout désir y compris celui de réagir. Il s'ingénie à culpabiliser sa proie. Ne supportant pas, un seul instant, d'avoir tort, il refuse toute critique, toute discussion ouverte et constructive avec sa victime. Il la bafoue ouvertement, n'hésitant pas à la dénigrer, à l'insulter, autant que possible sans témoin. Sinon il procède plus subtilement par allusion, tout aussi destructrice, mais invisible aux yeux non avertis. La victime, elle, donne énormément, mais ce n'est jamais assez. N'étant jamais content, le pervers narcissique prend toujours la position de la victime d'une frustration dont il rend sa propre victime responsable. Il dévore sa victime en se persuadant que c'est elle qui sollicite la suggestion. Il refuse de voir ou de reconnaître les difficultés qu'il crée dans la relation, car cela l'amènerait à une perception négative de sa propre image. Il en rejette la responsabilité sur son partenaire pour peu que celui-ci fasse preuve de bienveillance ou s'applique à jouer un rôle réparateur. Mais si ce dernier refuse d'accepter les torts imaginaires qui lui sont injustement imputés, il est immédiatement accusé d'être hostile et rejetant. Il ne mesure pas à la même aune son comportement, toujours irréprochable selon lui, et celui des autres, toujours en faute. Il ne voit jamais la disproportion entre le peu qu'il donne et ce qu'il reçoit. C'est toujours l'autre, et jamais lui, qui fait preuve d'ingratitude et de mesquinerie. L'existence même de la victime peut constituer, pour le pervers, un reproche permanent de sa perversité, et elle devient alors, à son insu, celle sur qui va se focaliser sa haine. Le pervers s'en prendra d'ailleurs à tous les redresseurs de tort, à tous ceux qui auront cherché à le faire changer, et il n'aura de cesse de les faire chuter, moralement, socialement, car ils auront commis le crime, impardonnable à ses yeux, de faire intrusion dans son système de confortement narcissique permanent. 23. Le profil des victimes. Elles sont dotées des qualités que le pervers précisément convoite, douées, et cherchant toujours à donner le meilleur d'elles-mêmes, elles sont séduisantes, vives et extraverties. Elles aiment parler de leur réussite et exprimer leur joie. Étant profondément généreuses, elles ne peuvent se résoudre à admettre la perversité de leur bourreau et s'appliquent à lui trouver des excuses. Toujours prêtes à se sentir responsables, voire coupables, acceptant facilement la critique, elles s'épuisent à donner au pervers une impossible satisfaction. Elles introjectent la culpabilité, tout est de ma faute, ce qui permet au pervers narcissique une projection hors de soi-même en rejetant la culpabilité sur l'autre, c'est de sa faute. Confère Marie-Francine Goyen, Le harcèlement moral, page 112. Le pervers recherche souvent une personnalité maternelle, aimante, dévouée, parce qu'il a besoin d'être aimé, admiré même et surtout s'il est lui-même incapable d'aimer, d'avoir quelqu'un entièrement à son service. Mais l'attirance qu'il ressent pour elle n'exclut pas la haine. Il prend le plus souvent ses victimes parmi des personnes pleines d'énergie et d'amour de la vie, pour les vampiriser et les dévitaliser. Il choisit de préférence des personnes honnêtes, sincères, gentilles, qui cherchent vraiment à consoler et à réparer, mais aussi naïves, sans trop d'esprit critique, voire fragiles, afin de les amener plus facilement et plus rapidement à accepter une relation de dépendance. La victime recherche souvent de son côté une personne forte et charismatique qui la rassure, et c'est là justement l'image que le pervers veut donner de lui. Les victimes désignées sont celles qui ont besoin d'un but valorisant pour exister, visiteuses de prison, bénévoles d'ONG, qui veulent agir pour le bien, et aiment à s'occuper des chiens perdus sans collier. Elles tomberont aisément sous l'emprise des pervers, dans lesquels elles verront, souvent à tort, une personne fragile, un enfant à protéger.
Le pervers vit et se nourrit de l'espoir que la victime place, naïvement ou désespérément, en lui ou en quelque chose qui lui fait miroiter en permanence par des promesses fallacieuses. Cet espoir, pour la victime harcelée, est de guérir le harceleur et c'est cette illusion qui l'a fait rester dans la relation et continuer à subir les attaques qui la détruisent sans réussir à la décrocher. Pour autant, on s'étonne souvent que, malgré l'évidence des preuves, les victimes ne quittent pas leur bourreau. Mais c'est quand elles se mêlent aussi fierté, aveuglement, entêtement, dissonance cognitive, refus de la réalité. Car admettre la réalité serait trop douloureux, trop insupportable, quand l'investissement affectif dans le conjoint ou le partenaire a été l'objet a pris tant de place dans leur vie. Elles auraient trop à perdre à y renoncer, à commencer par leurs illusions. Il y a souvent chez elles un amour fier, fanatique et aveugle, voire délirant, pour le compagnon ou l'enfant pervers. Par orgueil, elles ne veulent pas se reconnaître comme victimes, car elles espèrent toujours contrôler la situation. Du moins le pervers le leur laisse-t-il croire, alors que c'est toujours lui le vrai marionnettiste qui sait tirer les bonnes ficelles. Pour certains psychanalystes, les victimes d'une agression perverse sont secrètement complices de leur bourreau en instaurant ou favorisant une relation sadomasochiste. Source de jouissance pour le pervers qu'elles espèrent ainsi contenter, pour mieux se faire accepter par lui. On est alors dans une relation psychopathologique. Certaines victimes semblent souffrir au départ d'un manque de confiance en soi pathologique qui leur fait accepter aisément toute forme de soumission. Mais la plupart des victimes ne sont pas nécessairement masochistes. Ce qui différencie les victimes de pervers des masochistes, c'est que au prix d'un immense effort, elles parviennent à se séparer de leur bourreau, elles ressentent une immense libération, parce que la souffrance en tant que telle ne les intéresse pas. 24. Profil des conjoints des pervers narcissiques. On remarque que ces épouses ou époux, le pervers narcissique n'est pas nécessairement masculin, se retrouvent un peu dans la même situation que celle des femmes battues. Elles subissent graduellement un lavage de cerveau, d'autant plus facilement qu'elles-mêmes sont souvent à la recherche d'un compagnon qui puisse les structurer. Elles peuvent même trouver excitant le côté sombre de leur partenaire. Elles peuvent être au courant de ses antécédents, problèmes de mœurs, prison, mauvaises actions racontées à l'envi par le pervers à son partenaire etc. et pourtant tout lui pardonner. Beaucoup d'entre elles restent avec leur mari parce qu'elles ont peur pour leur avenir, pour celui de leurs enfants, et pour leur sécurité matérielle. Beaucoup sont financièrement dépendantes de leur mari. Autant de raisons pour qu'elles acceptent le statu quo et se contentent d'un « bonheur au rabais ». Les pervers narcissiques mariés ont souvent des épouses soumises qui ont sans doute peur de perdre leur homme, et ne posent aucune question, même devant des événements très troublants. Leur relation avec leur mari est loin d'être parfaite, mais elles s'en contentent. Elles espèrent toujours se tromper sur son compte, ou le corriger avec leur amour. Elles ne reviennent à la réalité que lorsqu'elles échappent à l'attraction machiavélique qu'exerçait leur compagnon et que le monde dans lequel il les avait contraintes à vivre s'écroule peu à peu. Lorsqu'elles découvrent qui est réellement leur mari, elles perdent en fait toute leur certitude. Ces femmes ont des soupçons qu'elles ne veulent pas croire. La réalité est que le mariage est une chose très compliquée et qui doit répondre à beaucoup de besoins. Ce qui est acceptable pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Il est possible que, quel que soit l'aspect monstrueux du mari, ce dernier soit capable par moments de tendresse, d'une tendresse toute relative dont se contentera alors l'épouse. D'autres sont l'objet de menaces, de punitions, le plus souvent subtiles, voilées, dans le cadre d'une sorte de dressage. Comme Monique Olivier, 55 ans, visiteuse de prison qui avait rencontré Michel Fourniret lors de son séjour à Fleury-Mérogis avant de l'épouser, en 1989, une personne effacée, craintive. Très impressionnée par son mari mais pas dans une logique de remords, ne s'étant pas révoltée une seule fois, selon le procureur général de Reims. Parlant des femmes des tueurs en série, le cas extrême, Michel Agrapard-Delmas, psychocriminologue, expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Paris, rapporte. Elles sont dans un rapport de soumission dans lequel elles trouvent un équilibre très précaire, pathologique. Il y a un rapport de domination, mais en même temps elles participent et mettent la main à la pâte, ce qui révèle vraisemblablement des personnalités perverses.
Parallèlement, elles sont soumises à un isolement de plus en plus grand, sont petit à petit retirées de leur vie sociale. Leurs partenaires leur font comprendre que les autres ne comprendraient pas. Ces femmes sont des victimes, mais des victimes partiellement consentantes. Roy Hazelwood, psychologue, a relevé que beaucoup de sadiques sexuels expérimentent sur leur épouse certains comportements qu'ils accomplissent par la suite sur leurs victimes. Séduites, fascinées, vampirisées par la personnalité de leur mari, elles peuvent perdre une partie de leur humanité. Selon ce dernier, on ne deviendrait pas toujours la femme d'un grand pervers par hasard. Certaines femmes sont fascinées par les tueurs en série ou les pervers. L'un des plus célèbres, Ted Bundy, qui a inspiré le film Le Silence des agneaux, a été inondé de demandes en mariage avant son exécution en Floride, le 24 janvier 1989. 25. Pourquoi acceptent-elles leur sort et ne se défendent-elles pas? La plupart du temps ces victimes ne peuvent rien faire. Elles sont trop faibles pour se défendre face à leurs persécuteurs, trop faibles pour prouver aux autres que la personne qui les a persécutées n'est pas celle qu'elles s'évertuent à paraître. Elles sont souvent déstabilisées par l'absence de scrupules et la capacité de mensonge jusqu'au boutiste de leur bourreau. De plus, elles savent qu'il est capable de terribles vengeances. Il y a souvent chez elles un mélange de fascination et de peur comme la souris devant le naja. De plus, certains pervers infligent à leurs victimes des coups moraux si terribles qu'il faut à leurs victimes beaucoup de temps pour s'en remettre. Certaines ne s'en remettent d'ailleurs jamais et peuvent aller jusqu'à se suicider. L'aveuglement de certaines victimes est semblable à celui des membres d'une secte face aux agissements de leur gourou. Elles croient se défendre sans mesurer la puissance de l'emprise à laquelle elles sont soumises et le courage immense qu'il leur faudra pour s'en libérer. Elles peuvent alors trouver plus facile de se bercer d'illusions que de s'engager dans ce difficile effort libératoire. 26. Ruse, stratégie et tactique des pervers narcissiques. Le pervers a en général beaucoup d'imagination, et il est difficile de recenser, ici, les milliers de ruses et tactiques, dont il dispose dans son arsenal. 27. Séduction, jeu sur les apparences. Contrairement au pervers de caractère qui irrite son entourage par ses revendications et nie radicalement l'autre, le pervers narcissique, lui, réussit à créer un élan positif envers lui. Comme toute personne manipulatrice, il sait se rendre aimable. Il change de masque suivant les besoins, tantôt séducteur paré de toutes les qualités, tantôt victime faible et innocente. Il a un souci scrupuleux des apparences donnant le plus souvent l'image, valorisante pour son ego, d'une personne parfaite, image qui cache son absence d'émotion, d'amour, de sincérité et d'intérêt pour tout ce qui n'est pas lui. Il ne s'intéresse pas à la réalité, tout est pour lui jeu d'apparence et de manipulation de l'autre. Il excelle à susciter, amplifier et faire alterner chez l'autre regret et peur. 28. Dissimulation. Le pervers agit à l'abri des regards. Les maltraitances sont rarement sous le feu des projecteurs, mais plutôt perpétrées dans le secret des alcôves. Les pervers sont les professionnels de la double vie et de la double personnalité. 29. Mimétisme. Ce sont de véritables caméléons, aptes à mimer les attitudes et les paroles de son interlocuteur pour susciter chez lui l'illusion d'un accord parfait, d'une entente exceptionnelle qui ne cesse de s'approfondir. Le mimétisme est d'ailleurs l'une des techniques employées par la programmation neurolinguistique. 30. Diviser, cloisonner ses relations. Par prudence, il divisera et cloisonnera ses relations, afin qu'on ne puisse pas recouper ses mensonges ou que ses victimes ne risquent pas de se s'allier contre lui. Sa technique, dans ce domaine, finit par être magistrale. 31. Vous encenser pour mieux vous couler. Il commence par vous encenser. Vous êtes le meilleur, le plus doué, le plus cultivé, personne d'autre que vous ne compte pour lui. Il n'hésite d'ailleurs pas à dire la même chose successivement à plusieurs personnes. Ses éloges et ses protestations d'attachement lui permettent de mieux vous couler, ensuite en jouant sur l'effet de surprise. Et de vous atteindre d'autant plus que vous ne vous attendiez pas à l'attaque et qu'il a en outre pris soin de choisir précisément le moment où vous pouviez le moins vous y attendre. 32. Se valoriser sans cesse et dévaloriser l'autre. Les narcisses cherchent à évoluer sous les feux de la rampe, à choisir des situations où d'autres pourront les admirer.
Ils veulent capter l'attention de leurs semblables qu'ils considèrent par ailleurs comme de simples faire-valoir, victimes potentielles qu'ils n'hésiteront pas à critiquer en public. Souvent insidieusement. 33. Le principe d'autorité. Il utilise son pouvoir de séduction, ses talents de comédien, son apparence de sérieux, toutes les facettes de ses personnalités pour s'imposer. Il aime arrêter toute discussion par quelques phrases définitives, utilisant le principe d'autorité. Je suis malade, ou bien, tu te rends compte de ce que tu me demandes. Je ne peux pas discuter avec toi pour l'instant, tu vois bien que je suis pris. 34. L'induction. Suggérer l'idée à l'autre. La grande force du pervers narcissique est l'art de l'induction. Il s'applique à provoquer chez l'autre des sentiments, des réactions, des actes, ou, au contraire, à les inhiber. Il fonctionne en quelque sorte comme un magicien maléfique, un hypnotiseur abusif, utilisant successivement injonction et séduction. Évitant d'exprimer à l'autre ce qu'il pense, de l'éclairer sur ses intentions, il procède par allusion, sans jamais se compromettre. Pour mieux duper, il suscite chez l'autre un intérêt pour ce qui va faire l'objet de la duperie, qu'il va rendre aussi alléchant que possible sans jamais en parler ouvertement. Étalant connaissance, savoir, certitude, il va pousser l'autre à vouloir en savoir plus, à convoiter l'objet en question et à exprimer son désir de se l'approprier. Il procède de la même façon s'il a l'intention a priori de refuser quelque chose. L'autre, qui n'avait pas l'idée de demander quoi que ce soit, va se sentir pris à contre-pied sans savoir exactement pourquoi. Il se promettra alors de ne jamais demander quelque chose. Il doutera de sa propre honnêteté, ou même se sentira suspect, entrant inconsciemment dans le jeu du pervers narcissique. Ce dernier, pour prendre l'ascendant sur sa victime, assortira volontiers son discours d'un message moralisateur et s'affichera comme un être noble et pur, contraignant l'autre qui ne veut pas être repoussé à s'identifier à cette morale, que cela soit dans l'acceptation ou le refus de la chose suggérée. Faisant parler le pervers narcissique, Alberto Heger écrit « Il faudrait que vous agissiez de sorte qu'il ne reste aucun doute que vous êtes moi, et que tout ce que vous faites, dites ou éprouvez, confirme que je suis le seul, moi, le plus grand et cela même au prix de votre propre disqualification. » On touche ici au fondement de l'induction narcissique. 35. Contradiction ou contradiction apparente. Un jour, relâchant sa vigilance, content et fier de son coup, le pervers narcissique pourra même se vanter auprès de tiers auxquels il prête ses propres pensées, de son succès. L'autre l'avait mérité, puisqu'il n'avait qu'à ne pas être aussi bête et si naïf. Mais même quand les contradictions de son comportement éclatent, semant alors le doute sur sa personnalité, ses intentions ou sa sincérité, il parvient le plus souvent à rattraper ses erreurs et à restaurer la belle image de lui-même qu'il a laissé se fissurer par manque de prudence. Il affirmera alors, par exemple, qu'il a plaisanté et qu'il ne cherchait qu'à tester son interlocuteur. La plupart du temps, on lui pardonnera malgré tout, parce qu'il sait se rendre sympathique et surtout parce qu'il a toujours une explication pour justifier un comportement soudain contradictoire. L'erreur, désastreuse, sera mise sur le compte d'une faiblesse momentanée, d'une fatigue, d'un surmenage, d'une maladie. Finalement, on se dira que toute personne parfaite est faillible. Le pervers narcissique aime la controverse. Il est capable de soutenir un point de vue un jour et de défendre les idées inverses le lendemain, juste pour faire rebondir la discussion ou, délibérément, pour choquer. Marie-France Hirogoyen, Le harcèlement moral, page 108. 36. Emploi de messages paradoxaux. Le pervers narcissique se complaît dans l'ambiguïté. Par ces messages paradoxaux, doubles, obscurs, il bloque la communication et place sa victime dans l'impossibilité de fournir des réponses appropriées, puisqu'elle ne peut comprendre la situation. Elle s'épuise à trouver des solutions qui seront par définition inadaptées et rejetées par le pervers dont elle va susciter les critiques et les reproches. Complètement déroutée, elle sombrera dans l'angoisse ou la dépression, voire Marie-France Irigoyen, Le harcèlement moral, la communication perverse, page 111. 37. Calomnie et insinuation. Calomnier, il en restera toujours quelque chose, Beaumarchais.
Le pervers narcissique a le talent de diffamer sans avoir l'air d'y toucher, prudemment, en donnant l'apparence de l'objectivité et du plus grand sérieux. Comme s'il ne faisait que rapporter des paroles qui ne sont pas les siennes. Souvent il ne porte pas d'accusations claires, mais se contente d'allusions voilées, insidieuses. À la longue, il réussira à semer le doute, sans avoir jamais prononcé une phrase qui pourrait le faire tomber sous le coup d'une accusation de diffamation. Il usera du pouvoir de la répétition et ne cessera pas de semer le doute sur l'honnêteté, sur les intentions de l'adversaire qu'il veut abattre, s'appuyant sur la tendance humaine à croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. 38. Fausse modestie. Lors de l'utilisation de la technique de l'induction, voire plus haut, il se présente bien volontiers comme une personne modeste, n'osant pas proposer ses solutions ou l'objet de sa duperie, l'appât, l'objet qu'il veut soumettre à la convoitise de l'autre. Comme un rusé paysan, il est capable parfois de se faire passer pour bête et naïf, prêchant le faux pour savoir le vrai. Un très bon moyen de guerre psychologique pour tirer les vers du nez d'une personne trop pleine de certitude. 39. Confusion des limites entre soi et l'autre. Le pervers narcissique n'établit pas de limite entre soi et l'autre. Il incorpore les qualités de l'autre, se les attribue pour pallier les faiblesses de sa véritable personnalité et se donner une apparence grandiose. Ces qualités qu'il s'approprie, il les dénie à leur véritable possesseur, cela fait partie intégrante de sa stratégie de la séduction. La séduction perverse se fait en utilisant les instincts protecteurs de l'autre. Cette séduction est narcissique, il s'agit de chercher dans l'autre l'unique objet de sa fascination, à savoir l'image aimable de soi. Par une séduction à sens unique, le pervers narcissique cherche à fasciner sans se laisser prendre. Pour J. Baudrillard, la séduction conjure la réalité et manipule les apparences. Elle n'est pas énergie, elle est de l'ordre des signes et des rituels et de leur usage maléfique. La séduction narcissique rend confus, efface les limites de ce qui est soi et de ce qui est autre. On n'est pas là dans le registre de l'aliénation, comme dans l'idéalisation amoureuse ou, pour maintenir la passion. On se refuse à voir les défauts ou les défaillances de l'autre, mais dans le registre de l'incorporation dans le but de détruire. La présence de l'autre est vécue comme une menace, pas comme une complémentarité. Marie-France Irigoyen. Le harcèlement moral. Page 94. 40. Utilisation de fausses vérités énormes ou crédibles. La communication perverse est au service de cette stratégie. Elle est d'abord faite de fausses vérités, par la suite, dans le conflit ouvert, elle fait un recours manifeste, sans honte, au mensonge le plus grossier. Quoi que l'on dise, les pervers trouvent toujours un moyen d'avoir raison, d'autant que la victime est déjà déstabilisée et n'éprouve, au contraire de son agresseur, aucun plaisir à la polémique. Le trouble induit chez la victime est la conséquence de la confusion permanente entre la vérité et le mensonge. Le mensonge chez les pervers narcissiques ne devient direct que lors de la phase de destruction, comme nous pourrons le voir dans le chapitre suivant. C'est alors un mensonge au mépris de toute évidence. C'est surtout et avant tout un mensonge convaincu qui convainc l'autre. Quelle que soit l'énormité du mensonge, le pervers s'y accroche et finit par convaincre l'autre. Vérité ou mensonge, cela importe peu pour les pervers, ce qui est vrai et ce qu'ils disent dans l'instant. Ces falsifications de la vérité sont parfois très proches d'une construction délirante. Tout message qui n'est pas formulé explicitement, même s'il transparaît, ne doit pas être pris en compte par l'interlocuteur, puisqu'il n'y a pas de trace objective, cela n'existe pas. Le mensonge correspond simplement à un besoin d'ignorer ce qui va à l'encontre de son intérêt narcissique. C'est ainsi que l'on voit les pervers entourer leur histoire d'un grand mystère qui induit une croyance chez l'autre sans que rien n'ait été dit, caché pour montrer sans dire. Marie-France Irigoyen. Le harcèlement moral. Page 94. Il use d'un luxe de détails pour éteindre la vigilance de ses proches. Plus le mensonge est gros, plus on a envie d'y croire. 41. Se poser en victime. Lors des séparations, les pervers se posent en victimes abandonnées, ce qui leur donne le beau relais leur permet de séduire un autre partenaire consolateur. Il peut se faire passer pour faible, pour le chien perdu sans collier, prendre la mine de chien battu, les yeux tristes, dont voudront alors justement s'occuper les femmes maternelles, dévouées.
celles ayant une vocation de dame patronnesse, celles n'existant que par le dévouement à autrui, celles qui deviendront souvent leurs futures victimes. Cela afin de mieux les faire tomber dans ses filets. Il a d'ailleurs un talent fou pour se faire passer pour une victime. Comme il a un talent fou pour se faire passer pour malade ou irresponsable ou tirer profit d'une maladie, imaginaire ou réelle, d'un accident, user ou abuser d'un handicap réel, etc. 42. Création d'une relation de dépendance. L'autre n'a d'existence que dans la mesure où il reste dans la position de double qui lui est assignée. Il s'agit d'annihiler, de nier toute différence. L'agresseur établit cette relation d'influence pour son propre bénéfice et au détriment des intérêts de l'autre. La relation à l'autre se place dans le registre de la dépendance, dépendance qui est attribuée à la victime, mais que projette le pervers sur l'autre. À chaque fois que le pervers narcissique exprime consciemment des besoins de dépendance, il s'arrange pour qu'on ne puisse pas le satisfaire. Soit la demande dépasse les capacités de l'autre et le pervers en profite pour pointer son impuissance, celle de sa victime, soit la demande est faite à un moment où l'on ne peut y répondre. Il sollicite le rejet car cela le rassure de voir que la vie est pour lui exactement comme il avait toujours su qu'elle était. Marie-France Irigoyen, Le harcèlement moral, page 115. 43. Inhiber la pensée critique de la victime. Lors de la phase d'emprise, la tactique du pervers narcissique est essentiellement d'inhiber la pensée critique de sa victime. Dans la phase suivante, il provoque en elle des sentiments, des actes, des réactions, par des mécanismes d'injonction ou d'induction. Si l'autre a suffisamment de défense perverse pour jouer le jeu de la surenchère, il se met en place une lutte perverse qui ne se terminera que par la reddition du moins pervers des deux. Le pervers essaie de pousser sa victime à agir contre lui, et à la faire agir d'une façon perverse, pour ensuite la dénoncer comme « mauvaise ». Ce qui importe, c'est que la victime paraisse responsable de ce qui lui arrive. Marie-France Irigoyen, Le harcèlement moral, page 122. Le plus dur pour la victime est de ne pas rentrer dans le jeu, en particulier le jeu des conflits artificiels, provoqués par le pervers. 44. Tactique du harcèlement moral pervers. Isoler quelqu'un, refuser toute communication, ne pas lui transmettre de consignes, multiplier les brimades, ne pas lui donner de travail ou un travail humiliant, au contraire. Lui donner trop de travail ou un travail largement au-dessus de ses compétences, etc. Les cas de figure du harcèlement moral, du bizutage ou du mobbing, telles sont les tactiques du harcèlement moral, pouvant se décliner à l'infini. Selon la définition la plus courante, le harcèlement moral est un ensemble de conduites et de pratiques qui se caractérisent par la systématisation, la durée et la répétition d'atteintes à la personne ou à la personnalité, par tous les moyens relatifs au travail, ses relations, son organisation, ses contenus, ses conditions, ses outils, en les détournant de leur finalité, infligeant ainsi, consciemment ou inconsciemment, une souffrance intense afin de nuire, d'éliminer, voire de détruire. Il peut s'exercer entre hiérarchique et subordonné, de façon descendante ou remontante, mais aussi entre collègues, de façon latérale. 45. Tactiques ultimes, sur le point d'être confondues. Si un emballement peut conduire le pervers narcissique à commettre des actes de violence, il évite soigneusement de se faire emballer par la police et la justice. Pour cela, il maîtrise l'art de l'emballage des faits dans le discours. Pour paraphraser Philinte dans Le Misanthrope, toujours, en termes convaincants, ces dénégations sont dites. Acculé, il peut se faire passer pour fou, irresponsable de ses actes, car on sait que les fous peuvent tout se permettre. Article 122-1 du nouveau Code pénal. 46. Annexe, article de loi. A. De l'abus frauduleux, de l'état d'ignorance ou de faiblesse. Article 223-15-2 du Code pénal, loi numéro 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal officiel du 13 juin 2001, ordonnance numéro 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur.
soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur. Soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pression grave ou réitérée ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende. B. Loi contre le harcèlement moral sur le lieu de travail. Définition du Code du travail L 122 à 49. Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Conformément à la loi numéro 2002/73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. C'est la cruauté mentale et physique. Il y a cruauté physique lorsque l'un des conjoints s'en prend à l'autre en lui assénant des coups ou en exerçant des sévices sur sa personne. Il y a cruauté mentale lorsque l'un des conjoints, volontairement, cherche à blesser l'autre autrement que par des agressions physiques, injures, humiliations, mépris. La cruauté mentale provoque une souffrance morale entraînant parfois des conséquences physiques lorsque la victime est soumise à des violences verbales, dites psychologiques telles que les insultes, les menaces, les terreurs infligées, les humiliations.